Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le quatrième épisode du podcast leaderadvocacy.com, le podcast qui décrypte les tendances du marketing advocacy et la prise de parole des dirigeantes et dirigeants en ligne. Je suis Patrice Hiller, le créateur du site leaderadvocacy.com et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Annie Lichner. Bonjour Annie et merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vas-tu? Bonjour Patrice, merci pour ton invitation. Écoute, moi j'ai envie de te dire, je suis un peu comme tout le monde, je vais plutôt bien, malgré les actualités moroses. Voilà. Et oui, effectivement, on est dans une période très compliquée, Annie, tu as raison de le rappeler. On va essayer de se changer les esprits et les changer l'esprit de nos auditeurs pendant quelques minutes, si tu veux bien. Alors, Annie, tu es une journaliste pour la presse écrite, tu es spécialisée dans les technologies du web et tu es aussi la directrice éditoriale du site My Digital Week dédié à l'économie numérique. Et enfin, bien sûr, tu es la fondatrice de la fameuse Brigade du Web. Alors, Annie, est-ce que tu peux justement nous expliquer ce que c'est exactement? Alors, je crois que tu les appelles les brigadous, hein, les personnes avec qui tu travailles. Peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, oui, ce sont les brigadous et les brigadous. La Brigade du Web, en fait, tu sais, Patrice, c'est le premier collectif d'influenceurs en B2B. On fête cette année nos 8 ans. Il est constitué en fait d'experts qui sont des influenceurs dans des domaines aussi variés que le marketing, le retail, la technologie ou les innovations. Et la mission de la Brigade du Web, elle est très simple, c'est amplifier les événements, mais pas que. C'est aussi toutes sortes de contenus. Cela peut être une tribune, cela peut être un white paper, une étude sur les médias sociaux comme X et LinkedIn, principalement à partir du compte personnel de ces influenceurs. Nous travaillons avec des grands comptes comme Orange, Engie, La Poste, Adobe, mais aussi des organisateurs d'événements et des agences comme Publicis. Voilà. Et donc, voilà, c'est simple, c'est clair. Et tu sais, j'ai l'habitude de dire, la Brigade du Web, c'est pas une agence social media telle qu'on l'entend. Il y en a beaucoup qui fédèrent des influenceurs, notamment en B2C. On a toujours l'impression que c'est une boîte noire. On ne sait pas qui c'est, quand tu travailles avec ce type d'agence, tu sais pas qui il y a derrière. Nous, c'est vraiment des hommes et des femmes et on le met même dans notre logo. Voilà. Ben, merci, Annie. Alors comme je l'ai indiqué, en fait, tu es de formation, de journaliste, et je voulais savoir, en fait, quel était pour toi aujourd'hui le regard, sur la production, en fait, considérable. On a effectivement beaucoup, beaucoup de contenu qui est produit chaque jour sur les réseaux sociaux et justement, quelle est la vision, toi, de journaliste tu as par rapport à cette pléthore d'informations qui arrivent aujourd'hui, pour, les personnes qui sont sur les réseaux sociaux? Merci Patrice de me poser cette question. En fait, je n'ai pas une formation journalistique, en fait, une formation d'ingénieur en informatique, mais je travaillais longtemps dans des grands groupes et aussi dans une société qui s'appelle Adus, après qui a été rachetée par Adobe comme chef de produit, où je donnais des conférences de presse. Et à un moment, cette expertise m'a permis d'intégrer la presse écrite comme Enjeux les Échos, Informatique Magazine, etc. Ceci étant, Patrice, aujourd'hui, les temps ont bien changé. Moi, je me rappelle que pour écrire un article pour Enjeux les Échos, ce dernier était lu, relu, validé, corrigé une bonne quinzaine de fois. Une très bonne école où tout ce qui est validé, publié est sourcé. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tu le vois bien, tout le monde peut être publié du contenu. C'est pas pour autant qu'on peut appeler ça des journalistes. Les journalistes prennent du recul, font de l'analyse, et on aura l'occasion peut-être d'en reparler après. Et c'est ça qui me gêne de plus en plus sur les médias sociaux. Pas tous, mais sur certains d'entre eux. Ouais, j'imagine, on y reviendra tout à l'heure et alors justement, comme je disais, tu es une personne qui est depuis assez longtemps, très longtemps sur les réseaux sociaux depuis le début, et ce qui m'intéresse justement en discutant avec toi aujourd'hui, c'est de connaître pour toi cette évolution, des réseaux sociaux sur ces dernières années. Comment ça évolue, de manière positive, négative? Comment aujourd'hui toi tu le perçois? Aujourd'hui, comment je le perçois? Je vais te dire. Moi, j'ai l'impression que tout le monde publie tout et n'importe quoi. Cela devient compliqué de faire la part des choses, du vrai et des fakes. Les réseaux sociaux, en particulier Twitter, X, n'ont plus rien pour moi, de social, et on est plutôt dans la réaction plutôt que dans la réflexion.
alors qu'on a besoin de plus en plus de prendre du recul pour faire la part des choses. Et je suis triste de voir comment ce média en particulier a évolué. Tu vois? Et là, notamment avec toutes ces informations au niveau international, ces conflits, etc., on voit émerger énormément de choses, des images qui sont insoutenables, de la haine, etc. Et moi, je suis triste de voir que ça n'a plus rien du réseau qu'on avait connu il y a quelque temps, comme tu l'as connu, etc. Et de voir son évolution m'attriste. Donc on n'est plus dans la réflexion, mais on est dans la réaction et dans le fait d'avoir cette impulsivité, etc., qui est loin des créateurs de contenu tel qu'on le voit et tel qu'on l'associe à la brigade du web. LinkedIn, par ailleurs, reste encore accessible, même s'il y a des dérives qui commencent à apparaître, mais on a encore un temps pour s'exprimer avec une communauté de professionnels en toute bienveillance, et ça, c'est pas plus mal. Ah ouais. Alors juste attention, parce que je pense qu'il y a des petits mouvements de papier dans le micro, ça peut éventuellement on peut les entendre, donc il faut juste faire attention pour nos auditeurs. Mais, merci effectivement de cette réflexion sur l'évolution. C'est vrai qu'il y a beaucoup aujourd'hui de gens qui étaient, présents sur Twitter X, et qui aujourd'hui se posent énormément de questions, qui avaient beaucoup axé, leur communication sur ce réseau et aujourd'hui, ben, se disent: «Ben, en fait non, finalement, il tourne pas du bon côté». Et donc on va plutôt aller sur d'autres réseaux et c'est vrai qu'il y a une des migrations très importantes sur, des réseaux autres, comme Blue Sky par exemple en ce moment qui est en train d'exploser. Alors du fait de la limitation d'invitation, je pense qu'il explose pas autant, mais en tout cas il y a une vraie réflexion des personnes sur l'utilisation de Twitter et leur positionnement sur Twitter. Alors on va revenir plus sur ton actualité parce que c'est vrai que avec la brigade, on vous connaît énormément sur une grosse présence sur beaucoup d'événements très régulièrement. Vous accompagnez des événements et ce qui m'intéresse effectivement, c'est aujourd'hui pour toi, y a-t-il pour toi une des bonnes pratiques en termes de prise de parole pour les dirigeantes et les dirigeants, comme ce qu'on appelle bien évidemment la leader advocacy, pour les collaborateurs, pour être performants lors d'un événement? Hem, pour être performant lors d'un événement, alors moi je vais te dire une chose, tout ce qui est je vais plus te parler de employé advocacy plutôt que de leader advocacy parce que les Pas de leaders souci. advocacy, ils sont accompagnés par des agences qui sont, spécialisées sur la réputation, qui font très attention. Ça demande beaucoup de diplomatie, voire, des notions de politique, ce qui n'est pas du tout notre rôle à nous. Par contre, ce que je peux te dire en termes d'employé advocacy, ce que moi, le retour que j'ai par rapport aux clients avec qui on travaille, notamment un grand opérateur télécom qui a eu beaucoup de mal à faire intervenir ses collaborateurs tout simplement parce qu'ils ne comprenaient pas. Pour être dans cet état d'esprit, il faut être gagnant-gagnant. Donc, on comprend très bien que la marque, l'entreprise ait envie de faire en sorte que les influenceurs internes puissent s'exprimer, mais ces collaborateurs internes, qu'est-ce qu'ils y gagnent en retour? Alors oui, ils peuvent avoir des formations, oui, ils peuvent avoir un peu plus de visibilité, mais très honnêtement, c'est du temps. C'est beaucoup de temps pour créer un post. On ne crée pas un post sur Twitter, voire sur LinkedIn, en quelques secondes, voire en quelques minutes. Ça demande de la réflexion, et cetera, et surtout quand c'est un post corporate, et cetera, il faut qu'il soit validé par la com, et cetera. Donc c'est compliqué et moi, ce que j'en ai retenu, c'était il y a 2 ans, avec la responsable communication du groupe qui me disait: on a abandonné parce que c'était vraiment trop compliqué à mettre en place. Et d'un autre côté, on a aussi un client qui est un grand groupe dans le transport qui lui, justement, il a aucun mal à mettre en place ses collaborateurs à s'exprimer sur les réseaux sociaux parce que il est souvent trollé sur les réseaux sociaux, donc tu verras très bien de qui je parle. Mais du coup, les collaborateurs, eh ben, ils aiment bien se défendre et défendre la marque, leur entreprise parce que eux, ils font tout ce qu'il faut pour que les clients soient contents, et donc ils prennent la parole et du coup là c'est plus du gagnant-gagnant parce que on voit très bien que par exemple ils profitent. Ce qu'il va y avoir par exemple, c'est que le collaborateur va profiter d'une actualité, de différentes informations. Il va aussi être invité à des conférences de presse. On va aussi l'accompagner sur le branding, etc. Et du coup, ça marche bien.
et ça permet de contrer ce que le bashing autour de cette grande entreprise de transport et tout bien le sûr. monde finalement est content. Voilà. Tu vois ce que je pourrais dire sur, l'employé advocacy qui est un petit peu différent des Bien sûr. libéraux. D'accord? Alors justement pour revenir à la brigade, parce que ça m'intéresse de voir un petit peu les coulisses. Alors vous produisez énormément de contenu, hein, sur, les différents réseaux pour les événements et les marques avec qui vous travaillez. Mais en fait, ce qui m'intéresserait aujourd'hui, c'est que tu nous dévoiles un petit peu, si c'est possible bien évidemment, hein, la manière dont, vous êtes organisés, comment les choses se passent. Parce qu'aujourd'hui on imagine les choses se passent naturellement, mais j'imagine qu'il y a un gros boulot, de préparation avant l'événement. Donc, comment aujourd'hui, tu peux nous dévoiler un petit peu les coulisses de cette organisation avec la brigade? Oui, tu sais, on est transparent et à ce niveau-là, en fait, on a mis en place un certain nombre de procédures. Imaginons que pour un événement, qui soit technologique, dans l'innovation, qui soit dans le marketing, en fait, c'est toujours la même base. Je vais essayer de voir quelles sont les communautés et les affinités avec tel influenceur et comment c'est l'influenceur qui va choisir de travailler ou pas. Et c'est pas le D'accord. client qui va dire, «Moi, je voudrais travailler». Il peut le dire. Mais après, Mmh. c'est l'influenceur qui choisit parce qu'on est, voilà, s'ils sont pas la thématique et cetera, c'est pas la peine, c'est pas parce qu'il a beaucoup de followers et que le client a envie de travailler avec cette personne que ça va se faire. Donc c'est plus, on va réfléchir ensemble sur la manière de que tout le monde soit content, que ce soit l'influenceur et bien évidemment le client. Donc par rapport à une thématique, on va mettre en face un influenceur qui a une communauté qui est sensible à cette thématique. Et en même temps, on va travailler, on va prendre un ou plusieurs influenceurs, tout dépend du budget. Et à partir de là, on va mettre en place toute une procédure sur, si c'est un événement, eh bien écoute, on va mettre en place et on va partager un certain nombre de documents, les comptes à taguer, les hashtags, machin, etc. On va mettre en place un compte WhatsApp les, pour faire valider les posts avant la publication. Quand on fait des campagnes pour booster, tu sais, on a 3 phases en fait dans un événement. La première phase, c'est le avant pour booster les inscriptions à l'événement. La deuxième phase, c'est le pendant pour amplifier la visibilité parce que tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'événements aujourd'hui, c'est compliqué on n'est pas tout seul sur une journée à faire un événement. Et le après pour capitaliser sur l'événement en reprenant les temps forts, etc. Donc avant, on va travailler sur, c'est ce qui intéresse la plupart du temps les entreprises, sur la manière de booster les inscriptions et faire en sorte qu'ils soient contents à ce niveau-là et chercher, les meilleurs moyens pour interpeller sur les réseaux sociaux. On ne travaille pas de la même manière sur Twitter que sur LinkedIn, que sur Instagram et on va travailler sur différents formats. On va faire une pause pendant, sur une campagne à mi-chemin pour voir si ça marche, si ça a bien, impacté et cetera et sinon, eh bien, on va essayer de voir s'il faut changer d'influenceur, s'il faut changer les posts, peut-être que les visuels ne sont pas si impactants et donc voilà, on travaille de cette manière-là, main dans la main. C'est beaucoup de travail en amont, c'est beaucoup de travail pendant et c'est toujours un accompagnement avec les entreprises, qui ont besoin d'être rassurées, qui ont besoin parce que sur les réseaux sociaux, quand on travaille avec des grands groupes et tu le sais Patrice, on peut se faire très vite troller. Donc il faut faire vraiment attention sur la manière dont on va s'exprimer et je comprends que les entreprises, surtout en ce moment, elles ont besoin de tout valider, tout contrôler avant publication. Donc voilà. OK. C'était clair effectivement, donc il y a beaucoup de travail et donc c'est intéressant de parler de ces 3 étapes, je trouve, d'un événement, parce qu'on oublie souvent, hein, que, il y a pas que le jour de l'événement, il y a donc, en amont, informer sur la présence, de la marque, à l'événement, bien évidemment accompagner le jour de l'événement et surtout après, maintenant qu'on a beaucoup de contenu qui a été fait lors de l'événement, il ne faut pas hésiter pour les marques à, rebondir et à régulièrement réinjecter de ce contenu qui a été fait en live, par exemple, pour, redynamiser, pardon, ou renvoyer vers cette, vers, le site ou en tout cas les réseaux sociaux de l'entreprise. C'est surtout, Patrice, qu'un événement, ça coûte cher. Ça demande beaucoup de ressources, à la fois financières et humaines. Et il ne faut pas faire en sorte que le soufflet retombe tout de suite. Et des fois, tu vois, c'est juste, par exemple, ça peut être un post LinkedIn avec un carrousel qui va reprendre les temps forts et ça suffit amplement pour faire redonner vie à l'événement avant qu'il retombe comme un soufflet. Voilà, c'est tout.
Ouais, ouais, donc ça, c'est intéressant et en tout cas, c'est à suivre, je pense, pour les personnes qui nous écoutent. Alors justement, pour revenir, on a là, tu me parles donc on a parlé globalement, mais il y a peut-être aujourd'hui une on a parlé de l'évolution, hein, des réseaux sociaux. Aujourd'hui, sur la partie, B2B, pour toi, quels sont les réseaux sociaux qui sont incontournables? Ah bah, sans aucun doute, c'est LinkedIn. C'est LinkedIn qui reste, pour moi incontournable, sérieux encore, je sais pas pendant combien de temps, mais en tout cas, on se focalise de plus en plus, sur LinkedIn et on voit qu'il y a beaucoup d'engagement et ça peut être sur différents formats, hein. Ça va être du live audio, ça peut être, justement, sous forme de carrousel, ça marche bien, poster. Alors tu peux juste rappeler ce que c'est un carrousel pour les gens qui ne connaissent pas? Un carrousel sur LinkedIn, c'est mettre en place un certain nombre de slides comme, des PowerPoint, 6 à 10 slides et cetera et ça permet de rentrer un peu dans le sujet. Quand on est sur une étude, par exemple, d'avoir des chiffres clés et cetera, ça permet puis c'est visuel, ça permet, ça plaît, en tout cas, ça engage beaucoup. Nous, chez nous, on a, Jonathan Chan, par exemple, qui est le spécialiste des infographies et des carrousels et lui, Et à suivre, je pense que beaucoup de gens le connaissent, mais voilà. qu'effectivement à suivre. Voilà, à suivre et qui lui, quand il fait un carrousel et cetera, c'est plusieurs dizaines de milliers de vues et on voit que ça engage beaucoup à ce niveau-là. Donc c'est un format qui plaît beaucoup. Voilà, entre autres. Alors, il y a une manière simple pour ceux qui, si vous posez la question, de faire le carrousel, c'est souvent donc vous exportez par exemple des photos ou des illustrations en PDF en fait, et vous avez juste intégré en fichier dans votre LinkedIn et ça devient automatiquement un carrousel. Donc c'est extrêmement simple à faire. Vous avez des outils en ligne gratuits qui vous permet de le faire et on sait en fait souvent aussi pour les réseaux sociaux, pour revenir un peu plus sur le fond du sujet, c'est que vous savez que les réseaux sociaux postent régulièrement, en tout cas amplifient dans l'algorithme certaines fonctionnalités qu'ils veulent mettre en avant. Et c'est vrai que le carrousel, je pense encore dans LinkedIn, est encore extrêmement mis en avant par l'application. Et donc c'est vrai que c'est intéressant de l'utiliser. Mais tu vois, Patrice, c'est toujours pareil. Il faut l'utiliser avec pertinence, c'est-à-dire si on a des choses pertinentes à dire, et Bien sûr. notamment quand on a des chiffres clés, lorsqu'on a des punchlines, lorsque voilà. Et il faut pas faire un carrousel pour faire un carrousel en se disant, bah, comme je vais faire un carrousel, ça va impacter. Non, c'est toujours la pertinence et la qualité Bien du sûr. contenu qui est important. Bien sûr. Alors, voilà, donc justement là, sur le on parlait donc de l'employé advocacy. Alors, on voit en fait aujourd'hui quand, nous avec Leader Advocacy, on rencontre beaucoup de dirigeants qui sont intéressés par cette thématique-là ou pour, leurs collaborateurs, hein, c'est pas uniquement les leaders et c'est vrai que là, souvent la première réponse qu'on nous oppose, c'est de dire: «Bah, écoutez, j'ai déjà pas le temps, de faire, pas mal de choses qui me sont demandées, donc rajouter encore, une prise de parole sur les réseaux sociaux, c'est compliqué pour moi». Toi, voilà, tu as aussi beaucoup d'activités, on l'a vu au début de cette émission. Comment aujourd'hui, toi, tu arrives à gérer ton temps dans ces différents espaces digitaux avec le peu de temps dont tu disposes? Je vais te dire, Patrice, pour moi, les réseaux sociaux, c'est comme être avec une personne avec qui j'ai envie d'échanger. Si j'ai rien à dire, je ne vais pas j'aime pas parler pour ne rien dire, donc voilà. Mais si j'ai quelque chose que je pense parce que tu vois, en tant que, ancienne journaliste, je reçois énormément de communiqués de presse, je reçois énormément d'études et cetera et dans toutes ces informations, quand je les trie, je me dis: «Tiens, ça peut intéresser ma communauté, ça peut intéresser aussi les brigadous et donc ça, eh ben, je vais le poster». Mais si j'ai rien à dire, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité, je pense, du contenu et c'est pas, c'est l'important aussi, c'est quand même de poster de manière régulière, mais poster des choses pertinentes, quoi, parce que sinon on est envahi déjà de fakes, de choses qui n'ont, pour moi, je trouve aucun intérêt, donc c'est pas la peine. Donc il vaut mieux poster peu et bien, tout en sachant que ça peut intéresser ta communauté. Point barre. OK. Et alors, justement, il y a aussi on constate certaines dérives et donc tu parlais beaucoup de LinkedIn et donc c'est une question que je pose à toutes les personnes qui viennent dans ce podcast parce que, c'est intéressant pour moi de voir, quelle est leur vision parce que je pense que chacun a une vision qui peut être un peu différente, de la facebookisation de LinkedIn, tu vois? C'est de se dire aujourd'hui, il y a beaucoup de choses très, très personnelles qui peuvent être postées sur LinkedIn. Alors il y a une partie de la communauté qui aime et on voit que ces posts-là souvent ont beaucoup de likes, de commentaires. Et puis d'autres, une partie qui dit: «Bah, en fait, moi, c'est pas le lieu pour moi, LinkedIn». Comment aujourd'hui, toi, qui est donc une personne qui utilise beaucoup ces réseaux, tu vois cette évolution? Bah, écoute, comment te dire? Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je trouve que LinkedIn n'est pas le lieu pour être,
heu, dans le narcissisme, dans l'égocentrisme, dans le voilà, il faut laisser ça à d'autres réseaux où, effectivement, on peut se montrer et donner des choses personnelles et cetera et pour moi, jusqu'à présent, LinkedIn reste un réseau professionnel sur lesquels on échange avec des professionnels sur, nos retours d'expérience, sur nos problèmes, sur des conseils, sur une actualité, sur, voilà et franchement, quel est l'intérêt de se montrer sur des choses personnelles? Je ne le vois pas. Il y a d'autres réseaux pour ça. Voilà, et j'espère que ça va pas miner LinkedIn à ce niveau-là, voilà. Ouais, ouais. Alors, voilà, c'est la difficulté qu'on a toujours, hein, c'est effectivement on a tous un peu cette vision-là, mais en tout cas, en réalité, souvent, on s'aperçoit que les posts qui viralisent sont vraiment c'est des posts qui sont un peu, orientés de ce style-là et c'est vrai que c'est une vraie interrogation pour, toutes les personnes qui aujourd'hui, accompagnent des sociétés. Alors, pareil, aujourd'hui, pour toi, les hommes, les femmes, sont présents sur les réseaux sociaux et j'en ai discuté donc le au podcast précédent, avec, Delphine Rémy-Boutan, pour lui demander justement sa vision. Est-ce que pour elle, il y avait une manière différente entre femmes et hommes sur les prises de parole et est-ce que toi, s'il y avait ou pas une différence, comment est-ce qu'il y avait pour toi un sentiment qui pouvait être différent en tout cas, est-ce que quand tu es une femme, tu as le droit de dire la même chose ou est-ce que derrière, il y a toujours des problématiques derrière qu'on parlait tout à l'heure de viralisation négative. Voilà, comment toi, tu perçois justement cette différence homme-femme sur les prises de parole sur les réseaux sociaux? Écoute, moi, franchement, Patrice, je fais pas la différence. Je ne vois pas de différence et tu vois, moi, je suis ingénieure en informatique à la base, il y a très peu de femmes. Je me suis toujours battue pour que ce soit, voilà, s'imposer, même dans le journalisme informatique, tu as pas beaucoup de femmes. Je me rappelle les voyages de presse où j'étais toute seule, mais ceci J'imagine. étant, j'ai pas envie, si tu veux, de faire une différence entre hommes et femmes on est, sur dans les technologies du web, ça n'a pas de ça n'a pas de sexe, on peut en parler, enfin, on a les mêmes messages. Je vois pas pourquoi on ferait une différence entre un homme et une femme. Alors oui, la seule chose, c'est qu'il y a pas assez de femmes sur ce marché, que ce soit dans les technologies, que ce soit dans l'informatique et cetera ou la cybersécurité. Donc voilà, mais après le reste, non, enfin, nous ne nous prenons pas la tête. Il y a des choses suffisamment beaucoup plus graves, par ailleurs que sur ce genre de sujet. OK, bah, merci en tout cas, sur cette partie-là, en fait, on a donc pu en savoir un petit peu plus. Aujourd'hui dévoilé, tu nous as donné pas mal d'éléments, aussi pour, comment prendre la parole quand on est, une personne, un dirigeant, ou une entreprise, sur les réseaux sociaux pour accompagner, par exemple, les événements. Donc je rappelle à tout le monde effectivement que, la brigade du web, vous pouvez chercher, vous trouverez très facilement. Il y a beaucoup d'influenceurs certainement que vous suivez qui font partie de cette super équipe. Merci encore mille fois Annie de cet échange et cette participation au podcast Leader Advocacy du site leaderadvocacy.com. Je vous propose, les auditeurs, n'hésitez pas à partager de podcast parce qu'aujourd'hui, c'est un podcast qui fonctionne très bien, mais on espère encore élargir les auditeurs et les personnes qui vont découvrir cette thématique. Et puis, bien évidemment, découvrir aussi Annie parce que c'est aujourd'hui ce qui était important pour nous de découvrir tous ces éléments de réflexion que Annie a depuis très longtemps sur les réseaux sociaux. Et je vous propose de nous retrouver donc pour le prochain épisode dans 15 jours. Merci encore Annie de cet échange. Et puis bah, écoute, à bientôt en réel, puisque je pense que effectivement c'est aussi très important de se voir en réel. Et donc ben, bonne journée, merci à tous et à toutes, bonne écoute, et puis à une prochaine fois. Merci Patrice, merci beaucoup pour ton invitation. À très vite.